Et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, on va se poser cette question, le minage est-il anti-écologique? Une question qui ne sort pas de nulle part. Le Bitcoin ou les crypto-monnaies font face à de nombreuses attaques en ce qui concerne leur impact écologique ou leur impact dans cette transition écologique auquel fait face le monde actuel. Et nous avons décidé d'en savoir plus. C'est pour cela que nous avons invité Sébastien Gouspillou, le CEO et cofondateur de Big Block Data Center. Bonjour Sébastien Gouspillou. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Big Block Data Center, en un mot, vous proposez des solutions de minage à l'international. Vous êtes donc la personne tout indiquée pour nous expliquer et peut-être démêler le vrai du faux en matière d'impact écologique du minage. Alors, on va commencer tout de suite. Le minage est-il anti-écologique, Sébastien Gouspillou ? A priori non, hein. C'est ce qu'on veut nous faire croire absolument, mais c'est tout le contraire en fait. Le mining a plusieurs intérêts pour les électriciens, et notamment pour les électriciens qui produisent de l'énergie renouvelable, notamment sur la géothermie, les centrales géothermiques et sur l'hydroélectricité. Là, il est indéniable qu'il y a énormément d'extra capacités, c'est-à-dire de centrales qui sont beaucoup plus grosses que ce qu'elles peuvent vendre à un moment T. D'accord. Et nous, c'est notre spécialité, hein. C'est sur ces extra capacités qu'on se dirige, donc on fait le tour du monde, on cherche des mégawatts. Et sur cette recherche-là, il y a une compétition qui est très très forte. On peut aussi aller utiliser évidemment des mégawatts qu'on achèterait sur du charbon. Là, la compétition est beaucoup moins forte. D'accord. Personne n'en veut de cela pour le coup. Alors les mineurs chinois, lorsqu'il y a eu les mesures de rétorsion en Chine, ont essayé de mettre leur machine ailleurs et certains n'ont pas du tout regardé si c'était du gaz ou du charbon du moment qu'on leur donnait du mégawatt. Ils ont l'habitude dans un pays où le charbon fait partie du paysage, je dirais. Mais nous, ces mégawatts-là au charbon, ça faisait des années qu'on les voyait au Kazakhstan, par exemple, et on les prenait pas. Et donc, la plupart des mineurs aujourd'hui qui développent cherchent évidemment des surplus du green, et puis surtout se dirigent vers le flare gas. Parce que là, il y a un potentiel énorme. On pourrait déployer peut-être 20 réseaux Bitcoin juste sur le flare gas. Alors, vous allez peut-être nous développer cette partie-là. Juste avant, pour reposer un peu le contexte, effectivement, vous nous avez parlé de la Chine, puisque la Chine a interdit le minage sur son territoire, avec parmi les arguments évoqués, celui de l'impact écologique donc du mining ou du minage. Ce sujet de l'impact écologique, il date d'il y a plusieurs années. Déjà en 2018, on se posait la question. Il y avait un index qui avait été calculé pour montrer l'impact écologique du Bitcoin. Index qui lui-même a été remis en cause par un certain nombre de chercheurs puisque tout le monde ne le calculait pas de la même manière. Et en fait, c'est revenu au goût du jour justement parce que plusieurs pays commencent à dire ça va sortir de notre territoire parce que, donc dont la Chine, parce que l'impact écologique est trop fort. Donc il y a peut-être d'autres raisons derrière, mais en tout cas c'est la raison qui est mise en avant. Et là, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, il faut de l'énergie pour miner, mais en gros, tout dépend de l'énergie qu'on va chercher pour miner, c'est ça ? Absolument, bien sûr. C'est très utile d'acheter de l'électricité à des centrales qui produisent du renouvelable, parce que on ne parle pas de l'Europe. Hein. Nous, on ne travaille pas en Europe. Hein. D'accord. Là, parce qu'en Europe, on a un réseau qui est plutôt bien maillé, donc il n'y a pas d'énormes ressources perdues. Il y a des continents comme l'Afrique ou une partie de l'Asie centrale où il y a d'énormes ressources qui servent à rien. C'est-à-dire qu'on produit plus d'électricité que la centrale en vend, entre guillemets. Oui, alors on ne la produit pas, mais on est en capacité de la produire. D'accord. Sur l'hydro, c'est comme ça. Hein. Souvent, on arrête une turbine. Si on produit l'électricité, il faut qu'elle parte quelque part. Il faut qu'elle parte dans une résistance ou quelque part. Donc on ne la produit pas parce qu'on n'a pas la demande en face. Et ça, c'est un marché qui est énorme et c'est un marché qui fait défaut aux électriciens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont besoin de fonds. Parce que la transition énergétique, c'est leur responsabilité. C'est à eux de créer les réseaux aujourd'hui pour amener leur électricité verte dans les domiciles. Et quand elles sont pendues, c'est-à-dire qu'elles ont un compte d'exploitation qui est dans le rouge, elles ne développent pas. Et donc, nous, on les aide à se développer. Donc, il y a des pays où c'est vraiment très important. Dans une partie de l'Afrique, là, il y a plein de projets qui sortent, hein, où les centrales existent, mais les réseaux ne sont pas encore là. Parce que le déploiement d'un réseau local d'électricité, c'est la centrale, c'est tout le réseau de distribution. Et ça ne se construit pas en même temps. Et donc, on commence par construire l'objet, la centrale, et le réseau se construit autour. Et donc, ce que fait Big Block Data Center, c'est ce que vous faites vous, c'est que vous allez chercher finalement en fait ces centrales énergétiques ou ces centrales productrices d'électricité, et vous allez analyser là où il y a potentiellement une capacité de produire plus pour y installer du coup des fermes de minage. Alors peut-être qu'on parle de fermes de minage pour le coup toujours. Tout à fait. Donc on identifie avec l'électricien où sont ses surplus, combien il en a,
et on lui propose de les racheter en fonction de la puissance installée qu'il a de disponible. S'il a 10 MW, on lui dit ok, nous on t'achète ces 10 MW, on va utiliser cette puissance de 10 MW. Sur l'année, ça représente tant de millions de dollars ou de centaines de milliers de dollars. Et donc voilà, on deal comme ça avec eux sur des surplus, sur de l'électricité qu'ils ne savent absolument pas vendre ailleurs. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que du coup, il est possible de miner avec cette solution-là toute l'année, ou est-ce que justement le besoin en énergie des pays concernés peut évoluer en fait en fonction de l'année, et donc de fait, le minage du Bitcoin évolue avec? Alors, c'est possible. Ceux que j'évoquais là, Nicolas, c'était des surplus structurels. C'est-à-dire que c'est des centrales qu'on identifie comme ayant des surplus, enfin, une extra capacité depuis des années. Et qui n'envisagent pas dans les années qui viennent d'avoir un client qui vienne consommer cette extra capacité. Être client pour cette extra capacité. Donc là, on parle vraiment de surplus structurel. Après, on peut avoir, notamment sur des champs solaires, on peut avoir des surplus en journée, en plein soleil, et puis de manière... oui, épisodique pour le coup. Voilà. C'est une solution qui est plus difficile pour miner, mais ça existe. Ça existe. On a un collègue espagnol jeune avec qui on travaille depuis longtemps. Lui, c'est sa spécialité. Il met des conteneurs de mining sur les champs solaires. Mais il utilise des vieux matériels ASIC qui coûtent pas cher, ce qui permet de travailler 8 heures ou 10 heures par jour. D'accord. Et alors, si on revient sur l'exemple chinois, donc en fait, effectivement, il y avait un certain nombre de fermes de minage en Chine qui ont dû quitter le territoire. Et là, ce que vous nous dites, c'est que finalement... en fait, il faut de l'énergie pour miner du Bitcoin, et après, tout dépend des scrupules de ceux qui vont proposer l'activité de minage, en fait. Oui, c'est ça le sujet. Ça dépend pas vraiment de scrupules, ça dépend de leur culture. Il faut bien comprendre que nous, notre obsession du réchauffement et tout ça, c'est pas partagé par le reste de la planète. Il y a beaucoup, et notamment dans les pays producteurs de pétrole ou les gros pays producteurs de charbon, et surtout qui ne produisent que ça, comme le Kazakhstan par exemple. Là-bas, le fait d'avoir une centrale au charbon à côté de chez soi, et donc d'utiliser du charbon, c'est une ressource du pays, c'est quelque chose qui culturellement est accepté. D'accord. Alors que chez nous, ça ne l'est plus du tout. Donc voilà, pour eux, utiliser une centrale au charbon pour miner, pourquoi pas? Ça leur pose pas de problème éthique. Nous, évidemment, oui, mais je dirais que c'est pas le sujet. Il ne faut pas s'inquiéter d'une menace écologique du Bitcoin. Le mining de Bitcoin, quand j'ai commencé, moi, c'était 20% d'énergie décarbonée et 80% d'énergie sale. C'est le mix mondial, hein. C'est-à-dire que chaque être humain aujourd'hui travaille avec un mix qui est pas loin de 80% carboné. Et donc, comme le Bitcoin était miné par des particuliers à la maison, on pouvait imaginer que le mix mondial était le mix du Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 60% sur des énergies renouvelables, donc il n'est plus qu'à 40% carboné. Il est passé de 80 à 40% en moins de 10 ans, en 9 ans. Donc, c'est une performance qui est juste folle, hein. Il n'y a pas une industrie dans le monde qui a été capable de se décarboner aussi vite. Et la logique économique va systématiser cette migration du noir vers le vert, parce que les hydrocarbures augmentent. Ce qui fait que ça fait augmenter le prix du kilowatt carboné, et c'est en train de disqualifier nos concurrents. Et nous, c'est notre pari depuis des années. On voyait bien que le pétrole allait augmenter. Le pétrole se raréfie. L'extraction est a beaucoup moins de succès qu'il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, en gros, on extrait un tiers du pétrole qu'on consomme tous les ans, hein. Donc on vit sur les réserves. Pour nous, il y avait un schéma idéal d'augmentation du prix des hydrocarbures, et ça s'est vérifié l'année dernière. En 2021, on a vu effectivement les hydrocarbures s'envoler pour différentes raisons, certainement plus vite qu'on l'avait imaginé. Mais en tout cas, on est vraiment dans notre stratégie, et nous, on sait que le mining va devenir essentiellement green. On verra des pays producteurs continuer à miner pour eux sur du gaz notamment, parce qu'il y a des ressources gazières qui sont très difficiles à déplacer et à commercialiser. Mais pour l'essentiel, ça va se miner sur du green et aussi sur le flare gaz, que je disais tout à l'heure. Et alors le flare gaz, un mot peut-être de ce que c'est justement? C'est les gaz de torchère des champs d'exploitation pétrolière. C'est-à-dire quand on extrait du pétrole, on trouve des nappes de gaz, et ce gaz, il faut l'extraire pour pouvoir extraire le pétrole. Et donc la solution la plus simple, c'est de mettre une torchère et de brûler ce gaz. Et c'est une solution qui n'est pas du tout satisfaisante en termes écologiques, parce que d'abord on brûle ce gaz, ok, ça crée du CO2, mais ça c'est une pollution à la limite qui est acceptée. Mais surtout, on envoie du méthane à l'état pur, et puis tous les gaz délétères qui entourent ce méthane qui est près du pétrole, et ça part dans l'atmosphère mal brûlé, parce que les torchères, ça brûle bien s'il n'y a pas de vent. Mais s'il y a du vent, c'est jusqu'à 50% de ce gaz. Et on peut réutiliser ce gaz, du coup, pour créer de l'énergie? Oui, bien sûr. Alors, les pétroliers ne nous ont pas attendus pour ça, hein. Il y a des techniques qui consistent à prendre ce gaz, le nettoyer, le transformer en électricité par des génératrices, et d'injecter cette électricité sur le réseau. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un réseau. Et quand il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de solution. Enfin, en tout cas, pas cette solution-là de transformer le gaz. La solution serait d'aller chercher ce gaz-là là où il n'y a pas de réseau pour le coup, et intégrer un réseau de minage pour le coup. Le coup, c'est exactement de faire ce que font les pétroliers actuellement, c'est-à-dire d'utiliser ces génératrices pour faire de l'électricité, mais comme il n'y a pas de réseau, de la vendre aux mineurs qui sont là, qui viennent sur place et qui se contentent du site où qu'ils soient.
Et alors pour conclure, Sébastien Gouspillou, donc on a évoqué Big Block Data Center en fil rouge en lien avec l'impact écologique du minage. Vous êtes actuellement en levée de fonds, du coup, avec cet objectif d'aller chercher ces surplus d'électricité à travers le monde ou ces surplus d'énergie à travers le monde pour proposer des solutions de minage plus écologiques, du coup, pour le coup. Pour proposer des solutions de minage économiquement viables, et pour nous ça passe forcément par ou du surplus de renouvelables ou alors acheter ce gaz de torchère qui est vraiment très très bon marché. D'accord. Mais pour nous le mining vert est incontournable. Aller aujourd'hui investir sur une ferme qui est alimentée par du charbon, pour nous c'est vraiment une erreur stratégique monumentale, au-delà du fait qu'on crame du charbon qu'on n'aurait pas cramé. Donc Bitcoin n'a pas besoin de cette énergie-là. Vraiment, il y a énormément d'énergie perdue sur la carte de production mondiale. On n'a vraiment pas besoin d'aller utiliser du charbon. Donc bref, oui, on lève des fonds, non pas pour aller chercher ces mégawatts, parce qu'on les a déjà trouvés, ça fait 3 ans qu'on cherche. D'accord. Et contrairement à ce que nous disent souvent les gens, l'extra capacité dont vous parlez, ça n'existe pas. Si, ça existe et c'est énorme. Aujourd'hui, on a 900 mégawatts qu'on a identifiés dans le monde. Enfin, dans le monde, on est sur 11 pays. Et c'est 900 mégawatts, donc c'est l'équivalent d'un gros réacteur nucléaire. Donc il y a énormément de puissance. Puis moi, je suis loin d'avoir fait le tour du monde. C'est ce que j'ai identifié tout seul en faisant ma recherche pendant ces 3 dernières années. Et dans quel pays, du coup ? Alors, on ne peut pas tout dire, les pays dans lesquels on va, mais on a un partenariat qui est public. J'en avais déjà parlé ici avec le Salvador. Donc là, j'y retourne dans 15 jours. Donc ça, c'est vraiment un partenariat avec l'État salvadorien. On a ce type d'accord avec le Tadjikistan, tout récemment. Notre directeur Big Block est carrément maintenant consultant pour le gouvernement tadjik, consultant minier. Avec le Sultanat d'Oman, on est sur un énorme projet. On a été choisi pour les conseiller sur ce sujet-là. On a plein d'autres pays comme cela qu'on conseille, plus ou moins officiellement, parce que tous veulent miner. Mais tous ne veulent pas que ça se sache forcément. Exactement. Merci beaucoup Sébastien Gouspillou. Vous reviendrez nous en parler à la fin, à la clôture de cette levée de fonds. Je rappelle que vous êtes CEO et cofondateur de Big Block Data Center. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.